Coucou, je m'appelle Laura, pour Rassemblement sur le forum. Je suis votre tutrice de maïeutique et aujourd'hui, on se retrouve ici pour notre deuxième cours ensemble qui porte sur les modifications physiologiques. À la base, c'est un gros cours que j'ai divisé en trois parties. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la première partie. Il y aura une autre vidéo pour la deuxième partie. Par contre, vous allez faire la troisième partie avec la fiche que je vais sortir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications nécessaires et ainsi, il n'y aura pas de vidéo pour la troisième partie. On y va. Donc, voici le plan. D'abord, on va parler des modifications générales. Après, on va parler des glandes endocrines et on va finir par les modifications métaboliques. Petite introduction pour le début. La moitié des gènes du fœtus sont étrangers à l'organisme maternel. 50% viennent du père, donc c'est ça la moitié étrangère à l'organisme maternel, et 50% viennent de la mère. Le développement d'une grossesse nécessite alors un état d'immunodépression, car elle représente pour la mère une greffe semi-allogénique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vu qu'il y a donc les 50% des gènes qui viennent du père, ainsi le corps de la mère ne les reconnaît pas et il aurait tendance à venir attaquer le fœtus car il y a des gènes qu'il ne reconnaît pas. Sauf que justement, cet état d'immunodépression va permettre au fœtus un développement normal. On passe aux modifications générales. Tout d'abord, en ce qui concerne la température, au premier trimestre, sous l'effet de la progestérone, la température va être supérieure à 37 degrés. Là, on parle de la température corporelle. Et en fin de la grossesse, la température corporelle va tomber en dessous des 37 degrés. Et ainsi, les femmes qui arrivent pour accoucher ont souvent froid. On parle de la tendance à l'hypothermie en fin de grossesse, mais cette hypothermie est relative, elle est physiologique, et donc il n'y a pas de problème ou une pathologie derrière. En ce qui concerne le poids, au premier et au deuxième trimestre, la femme est censée gagner 1 kg par mois. Au troisième trimestre, elle est censée gagner 2 kg par mois. Lorsqu'on regarde cela, un trimestre à 3 mois. Ça veut dire que pendant le premier trimestre, la femme va gagner 3 kg. Pendant le deuxième trimestre, la femme va gagner 3 kg aussi. Donc en tout, ça fait pour l'instant 6 kg. Mais vu qu'au troisième trimestre, elle va gagner 2 kg par mois, ça fait 6 kg pour le troisième trimestre. Donc en tout, ça fait à peu près 12 kg. En moyenne, on a 5 kg qui vont au bébé, au placenta et au liquide amniotique. 3 kg qui vont au tissu dont la masse augmente, donc à l'utérus, au sein et au liquide extracellulaire, et 4 kg qui vont au dépôt lipidique. Lorsque vous faites bien les calculs, vous voyez que 5 plus 3 plus 4, ça fait bien 12, comme on l'a dit avant. Cette augmentation du poids de la patiente doit être régulière. Selon sa stature, son poids initial et sa morphologie, le gain du poids va être différent, va être variable. On se sert notamment de l'indice de masse corporelle pour conseiller les femmes. Lorsqu'une femme a un poids normal, elle est censée gagner entre 9 et 12 kg, c'est ce qu'on a dit avant. Lorsque la femme est obèse, elle est censée gagner moins, donc entre 5 à 9 kg. Et lorsque la femme est maigre, elle est censée gagner une quinzaine de kilogrammes. Donc cette prise de poids est de plus soumise à l'état général de la patiente. S'il y a beaucoup de vomissements en début de grossesse, on s'attend à ce que la femme ne prenne pas de poids pendant les 3 ou 4 premiers mois. Mais il faut faire attention parce que cela peut causer des anomalies de prise du poids du bébé si jamais ça va durer trop longtemps et si jamais la femme ne va pas arriver à commencer à prendre du poids. Mais par contre, si la prise de poids est trop rapide, on peut suspecter une maladie comme par exemple le diabète gestationnel ou alors des erreurs d'alimentation. Et ainsi, dans ce cas-là, on conseille la patiente pour qu'elle reste dans ses objectifs. En ce qui concerne l'état général, on retrouve de façon irrégulière de la somnolence, de l'asthénie, donc de la fatigue, de la turgescence mammaire, des nausées avec des vomissements et des aversions alimentaires, des modifications de l'appétit. Et de manière plus systématique, on retrouve une augmentation du panicule adipeux, on retrouve une baisse du seuil de la soif. Ça veut dire que la femme va avoir tendance à avoir soif beaucoup plus rapidement, et c'est notamment pour pouvoir apporter de l'eau au fœtus. Et on retrouve aussi de l'anxiété, une baisse de la qualité du sommeil et aussi des douleurs diverses. Donc on fait une petite parenthèse sur les nausées et les vomissements.
En début de grossesse, chez au moins 2 sur 3 patientes, on retrouve donc des nausées et des vomissements qui durent 1 à 2 mois et sont peu importants et surtout matinaux. Par contre, lorsque la patiente a beaucoup de vomissements avec beaucoup de nausées, en fait, elle va perdre beaucoup de kilos. Cela peut aller jusqu'à 10% du poids de la patiente. Et ici, on parle d'une maladie, d'une pathologie qui s'appelle l'hypermesis gravidarum. Et dans ce cas-là, les patients vont être hospitalisés et ramenés en réanimation hydroélectrique. On passe maintenant aux glandes endocrines et on va parler notamment de l'hypophyse, de la thyroïde, de la parathyroïde, des glandes surrénales et aussi du pancréas. Donc d'abord on va faire une petite introduction, on va poser des bases qui sont importantes à comprendre. Donc les glandes endocrines sont des glandes qui déversent des hormones ou des substances directement dans le sang, tandis que les glandes exocrines sont des glandes qui vont sécréter des hormones et des substances via un canal excréteur. C'est ce que vous pouvez voir sur l'image. En ce qui concerne l'hypophyse, donc elle se trouve dans la fosse hypophysaire qui se trouve dans l'os phénoïde et elle est protégée par la selle turcique. Vous allez voir tout ça en tétéco. Elle contrôle la fonction d'autres glandes endocrines et elle est divisée en deux parties, l'antéhypophyse et la post-hypophyse. Et ces deux parties vont sécréter toutes les deux des hormones différentes, donc il faut faire bien la distinction. L'antéhypophyse va sécréter la GH, la prolactine, la FSH, la LH, la TSH et la CTH, tandis que la post-hypophyse va sécréter l'oxytocine et la vasopressine qui s'appelle aussi l'ADH. Comment retenir cela? Donc, comme je l'ai surligné sur cette diapo, pour l'antéhypophyse, je retenais qu'il y a toutes les hormones où il y a un H et il y a la prolactine aussi. Tandis que pour la post-hypophyse, vu qu'il y a un O dans post, il y a toutes les hormones où il y a un O. Donc l'oxytocine et vasopressine. Par contre, vous remarquez bien que dans prolactine, il y a un O aussi. Par contre, elle est sécrétée par l'antéhypophyse. Et par exemple, la vasopressine, qui s'appelle aussi l'ADH, il y a un H, mais elle est sécrétée par la post-hypophyse. Donc, on fait bien attention, la prolactine, elle est sécrétée par l'antéhypophyse et la vasopressine est sécrétée par la post-hypophyse. On va parler maintenant des modifications anatomiques de l'hypophyse. Donc, elle subit des variations importantes sur le plan anatomique. Son poids double, il passe de 0,4 à 0,8 grammes. Mais par contre, après l'allaitement, sa taille revient à sa taille d'origine. En ce qui concerne les modifications physiologiques, elle sécrète la TSH qui est la thyréostimuline et elle diminue lors du pic d'ACG qui a lieu à la 2e semaine d'aménorrhée, donc à la 10e semaine de grossesse, et puis elle augmente tout en restant à la normale. C'est ce que vous pouvez voir sur l'image et normalement ce chiffre ne vous choque pas parce que vous vous souvenez du cours précédent où on a dit que donc l'ACG a un pic à la 12e semaine d'aménorrhée, donc à la 10e semaine de grossesse et après il y a une diminution au 3e mois qui est suivie d'une stagnation. On se rappelle de ça. En ce qui concerne la prolactine, c'est une hormone peptidique sécrétée par les cellules lactotropes de l'antéhypophyse. Donc dans prolactine, lactine, en fait, vous allez voir qu'en fait son rôle est aussi dans la lactation par exemple. Et donc dans prolactine, encore une fois, il y a lactine comme en fait le lait. Et ainsi c'est pour ça qu'elle est sécrétée par les cellules lactotropes ou en fait qui sont donc en lien avec la lactation aussi. Et donc, comme j'ai déjà évoqué le sujet, elle a un rôle dans la lactation, la reproduction, la croissance, l'immunité et le comportement humain. J'ai fait une recherche sur cela parce que ça m'intrigue un peu. Et en gros, sachez que les personnes qui sont un peu hostiles ou alors un peu aigries, on va dire, ont un niveau de prolactine élevé. Donc voilà, si jamais vous avez vos potes qui sont aigris, bah peut-être ils ont un taux de prolactine élevé. À voir. Là, on parle toujours de la prolactine, mais en gros, elle va augmenter progressivement pour être 5 à 10 fois plus élevée que la LH et la FSH en fin de grossesse.
En gros, lorsque la prolactine augmente, la production de FSH et de LH diminue. En fait, c'est l'inverse. Donc, quand la prolactine fait ça, FSH et LH font ça. Elle reste à son taux important après l'accouchement en cas d'allaitement maternel. Donc, c'est ce que vous pouvez voir sur le schéma. Donc, en cas d'allaitement, la prolactine reste à son niveau élevé et lorsqu'il n'y a pas d'allaitement, la prolactine chute. Ce qui est logique parce que tout à l'heure, on a dit que la prolactine joue un rôle dans la lactation. En ce qui concerne l'oxytocine, qui est donc sécrétée par la post-hypophyse, elle augmente pour atteindre 165 microgrammes par millilitre. Ce chiffre est à retenir car il tombe en anal. Et elle joue un rôle de régulation dans le déclenchement et l'avancée du travail, donc pendant l'accouchement. On a fini avec l'hypophyse et maintenant on passe à la thyroïde. La thyroïde est une glande endocrine qui régule de nombreux systèmes hormonaux via la sécrétion de plusieurs hormones, comme par exemple la T3 qui est la thioédothyronine, la T4 qui est la thyroxine et la calcitonin. Et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la thyroïde se trouve sur la face antérieure du cou. Des modifications apparaissent lors de la grossesse. Il y a notamment une augmentation de la filtration glomérulaire et une augmentation de l'excrétion rénale d'iode. Qu'est-ce que c'est que la filtration glomérulaire? Donc, la filtration glomérulaire va permettre en fait de filtrer le sang qui arrive au rein pour produire de l'urine primitive dans laquelle le rein va piocher par la suite certains éléments, certaines molécules, et cela va produire de l'urine définitive qui va être excrétée de l'organisme. Il faut savoir que pendant la grossesse, le débit cardiaque va augmenter. On va voir tout ça dans les prochains cours. Et vu que le débit cardiaque va augmenter, le flux de sang qui va être apporté au rein va être augmenté aussi. Ainsi, la quantité du sang que les reins vont devoir filtrer par la filtration glomérulaire va être plus grande et cela va causer donc que l'iode va être excrété de plus en plus. Et cela va causer aussi des pertes d'iode au niveau du complexe fœtoplacentaire en fin de grossesse. Ces deux éléments vont faire que la mère va avoir des carences en iode, vu qu'il y en aura beaucoup qui va être excrété. Et ça va causer aussi une hypertrophie de la glande thyroïdienne, car à la base, l'iode aide la glande thyroïdienne pour produire certaines hormones. Mais vu que maintenant il y en aura moins, la thyroïde va essayer de faire tout le travail toute seule, ce qui va causer une hypertrophie de cette glande. Les doses circulantes de la TBG, qui est la principale protéine de transport des hormones thyroïdiennes, augmentent. Les T3 et les T4 totales augmentent aussi. Dans ma tête, je me disais que la TBG était comme une voiture qui transportait la T3 et la T4. Et vu que maintenant il y aura plus de voitures, vu que les doses circulantes de la TBG augmentent, forcément les T3 et les T4 totales vont augmenter aussi vu qu'elles seront transportées donc par la TBG. Ainsi, leurs dosages sont inutiles pendant la grossesse parce qu'on pourra commencer à s'inquiéter du fait que oui, il n'y a pas assez de T3, il n'y a pas assez de T4 parce qu'en fait, à chaque fois quand on dose une hormone, on dose la fraction libre. Et vu que maintenant il y a beaucoup de T3 et de T4 liés, il n'y en a pas beaucoup de T3 et de T4 libres. Et donc, on pourra commencer à penser à plein de problèmes et à plein de pathologies, mais il n'y en a pas. C'est juste que vu qu'il y a la protéine qui transporte la T3 et la T4 qui augmente, enfin son nombre augmente, ainsi le nombre des T3 et des T4 transportés, enfin total, va augmenter aussi. Et donc, lorsqu'on va commencer à chercher les fractions isolées de T3 et T4, bah, il n'y en aura pas beaucoup. Par ailleurs, en fin de grossesse, il y a une légère diminution de T3 et de T4 libres et de TSH, atteignant des limites inférieures à la normale sans réelle répercussion clinique. Et donc, ce sont ces taux-là que l'on va mesurer. Et en fait, là, quand vous regardez le schéma, vous voyez tout. Vous voyez que la TBG augmente. Vous voyez que, par exemple, la quantité de T4 totale, donc liée à la T3, augmente aussi. Par contre, la quantité de T4 seule, ou enfin en fraction libre, diminue. Ces modifications hormonales ont des conséquences cliniques sur la femme.
On pourra observer un léger goitre chez 50% des femmes enceintes, et c'est notamment dû à l'hypertrophie de la thyroïde. On vient de parler de ça il y a quelques instants. On pourra privilégier les aliments riches en iode, comme par exemple le lait, le poisson, les œufs et ou encore le sel enrichi en iode. Et dans des situations à risque de carence en iode qui sont souvent liées à la situation géographique, donc par exemple toutes les régions montagneuses très hautes ou encore par exemple les zones subsahariennes, on pourra supplémenter dans ces cas-là de 100 à 150 mg d'iode par jour. On passe à la parathyroïde. Donc les glandes parathyroïdes sécrètent de la PTH qui est la parathormone. On retient ça très facilement, parathyroïde, parathormone. Cette hormone favorise la régulation des taux de calcium et de phosphore dans le sang, et il faut savoir que le calcium et le phosphore sont très importants pour les os. Il y a des importantes modifications maternelles du métabolisme phosphocalcique au cours de la grossesse, et ceci est principalement lié à la minéralisation rapide du squelette fœtal. Les besoins calciques fétaux augmentent surtout au troisième trimestre, où ils peuvent atteindre 300 mg par jour. Je retenais ça en me disant troisième trimestre, il y a un 3 et dans 300 mg, il y a un 3 aussi. Et on peut faire le lien avec le début de ce cours où on a dit que au début de la grossesse, donc pendant le premier et le deuxième trimestre, la femme est censée gagner 1 kg par mois. Par contre, au troisième trimestre, elle est censée gagner 2 kg par mois. Donc, on voit bien qu'au deuxième trimestre, elle a besoin donc d'avoir des gains plus importants. Et donc, ceci est notamment dû au fait que c'est au troisième trimestre que le fœtus va vraiment commencer à se développer. Et donc, c'est pendant ce troisième trimestre aussi que les besoins calciques fœtaux augmentent. Face à cette demande, la mère va répondre par une augmentation de l'absorption intestinale du calcium. Ainsi, le calcium va passer dans le sang. Une diminution de l'excrétion rénale du calcium, donc le calcium va rester dans l'organisme maternel, et une augmentation des stocks calciques du squelette, ainsi la mère va créer des réserves. Maintenant, on va différencier la PTH de la calcitonin. Donc déjà, la PTH, elle est sécrétée par la parathyroïde et la calcitonine est sécrétée par la thyroïde. La PTH est une hormone hypercalcémiante, ça veut dire qu'elle va favoriser la libération de calcium dans le sang. Tandis que la calcitonine est une hormone hypocalcémiante et hypophosphorémiante. Je retenais ça en me disant que dans calcitonine, il y a un O, donc c'est cette hormone-là qui va être hypocalcémiante et hypophosphorémiante, et donc ça sera la PTH qui sera l'inverse. Vu que la calcitonine est hypocalcémiante et hypophosphorémiante, elle va réduire la calcémie, qui est donc le taux de calcium dans le sang, et permettre d'augmenter son stockage dans les os. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, PTH et calcitonine, c'est vraiment deux hormones différentes. La PTH, c'est une hormone hypercalcémiante, et la calcitonine, c'est une hormone hypocalcémiante et hypophosphorémiante. Donc maintenant qu'on a compris à quoi servent ces deux hormones, on va regarder qu'est-ce qu'elles font chez la mère et chez le fœtus. Donc chez la mère, la PTH qui est donc hypercalcémiante, donc elle va libérer plein de calcium dans le sang, va augmenter vers le 6e mois de grossesse. Le fœtus va répondre à cette hypercalcémie par une augmentation de sa calcitonine et une diminution de sa PTH, ce qui va être favorable à sa croissance osseuse. Donc, chez la mère, il y a beaucoup de calcium dans le sang, vu qu'il y a beaucoup de PTH. Le fœtus va se dire « Oh, parfait, il y a du sang ». Ainsi, il va diminuer sa PTH, car ça ne sert à rien que le fœtus a du calcium dans son sang, car ce que le fœtus veut faire, c'est justement construire son squelette et construire ses os. Donc, il va augmenter sa calcitonine pour pouvoir donc capter tout le calcium présent dans le sang qui en fait arrive de la part de la mère et va pouvoir construire son squelette. Par contre, il y a une petite nuance parce que malgré le fait que la PTH augmente, chez la mère, ce n'est pas comme chez le fœtus où, vu que la calcitonine augmente, la PTH diminue. Non, chez la mère, la calcitonine va un peu augmenter aussi.
Parce que, quand même pendant la grossesse, la maman, elle a besoin d'avoir des os qui sont rigides et donc elle ne peut pas se permettre de maintenant passer tout son calcium au fœtus. Non, elle en a besoin aussi. Donc on retient que chez la mère, c'est surtout la PTH qui augmente, ce qui va permettre le passage du calcium au fœtus. Et chez le fœtus, c'est donc la calcitonine qui va augmenter et la PTH qui va diminuer parce que le fœtus veut construire son squelette. Mais chez la maman, il y a quand même la calcitonine qui augmente un peu aussi parce qu'elle a besoin d'avoir des os rigides. On passe à la dernière partie concernant les glandes endocrines. Donc, on va parler des glandes surrénales. Elles sont situées contre le pôle supérieur de chaque rein et sont divisées en deux parties. On a la cortico-surrénale qui est la partie extérieure et elle va sécréter les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes et les hormones sexuelles. Je me disais je vais les même marquer sur la diapo, cortico-surrénale, il y a le cortico, et ainsi, ça sera elle qui va sécréter les minéralocorticoïdes et les glucocorticoïdes, et la médulosurrénale, qui se trouve plus à l'intérieur, va sécréter les catécholamines. Des modifications hormonales vont avoir lieu. Les catécholamines qui sont sécrétées par la médule surrénale, comme on vient de le dire, vont être peu modifiées. Par contre, l'adrénaline et la noradrénaline vont diminuer. Je me disais que la grossesse, c'est un événement très stressant. Donc là, si on rajoute de l'adrénaline et de la noradrénaline, qui sont des hormones de stress, on va dire, ça va vraiment pas le faire. Et donc, c'est pour ça qu'elle diminue. C'était mon petit moyen, mais ma technique. Le cortisol plasmatique, qui est un glucocorticoïde, double dès le début de la grossesse, mais sa fraction libre reste stable et ainsi il n'y a pas de trouble clinique. En gros, comme on l'a déjà évoqué avec la TBG et les hormones T3 et T4, en fait, ce qui compte, c'est donc la fraction libre d'une hormone, car c'est comme ça que l'hormone va exercer sa fonction. Et vu que ici, dans ce cas-là, le cortisol va être lié à une protéine peut-être, on ne sait pas trop. Et c'est cette fraction-là, donc la fraction liée, qui va augmenter. La fraction liée va rester stable et ainsi il n'y aura pas de trouble derrière. Le cortisol plasmatique induit aussi une augmentation de la glycémie via la néoglucogénèse et il inhibe certaines réponses du système immunitaire. Il faut savoir que les glucocorticoïdes les corticoïdes en général, c'est des anti-inflammatoires. Ainsi, ils jouent un rôle dans tout ce qui est le système immunitaire, les inflammations et tout ça. Et on peut faire le lien avec ce qu'on a dit au début du cours quand on a parlé d'une immunodépression. Donc, le cortisol plasmatique, encore une fois, permet d'inhiber certaines réponses du système immunitaire. On continue avec les modifications hormonales. Donc, l'aldostérone est un minéralocorticoïde et il augmente car le système rénine-angiotensine-aldostérone est stimulé pendant la grossesse. Et cette hormone joue un rôle crucial dans le maintien de la volémie plasmatique, de la tension artérielle et de la kaliémie. C'est ce qu'on va développer dans les prochains cours, mais vous l'avez déjà abordé en physio au S1. En gros, le système rénine-angiotensine-aldostérone commence à fonctionner lorsque le corps détecte une baisse de la tension artérielle et ainsi il va augmenter la volémie pour justement réaugmenter la tension artérielle. Après, il y a encore la testostérone qui est une hormone sexuelle qui va augmenter. Je me disais que c'est important pour justement la différenciation sexuelle du fœtus. Maintenant, on va parler du pancréas et on va finir avec ça la partie sur les glandes endocrines. Donc la fonction pancréatique est normale, mais il existe une adaptation avec un hyperinsulinisme réactionnel qui prédomine en postprandial, ce qui permet de maintenir le glycémie, donc le taux normal de glucose dans le sang. En gros, après avoir mangé un repas, dans ce repas, il y a beaucoup de glucose et l'insuline permet de capter le glucose et donc de réduire le taux de glucose dans le sang. Et donc, chez les femmes enceintes, après avoir mangé, donc en postprandial, le taux d'insuline va augmenter. C'est pour ça qu'on parle de l'hyperinsulinisme, pardon. Et cela va donc maintenir le glycémie, qui est encore une fois le taux normal du glucose dans le sang.
Et si cette fonction est déficiente, cela peut avoir un retentissement materno-fœtal. On passe à la dernière partie, accrochez-vous, on va parler des modifications métaboliques. On va commencer par le métabolisme basal, qui correspond aux besoins énergétiques incompressibles de l'organisme. C'est donc la dépense d'énergie minimum quotidienne permettant à l'organisme de survivre. Il augmente de 15 à 30% durant la grossesse et un quart de cette augmentation va aller au cœur et aux poumons de la maman et à leur travail supplémentaire et trois quarts de cette augmentation va aller à l'énergie nécessaire à l'unité fœtoplacentaire. On distingue deux périodes au cours de la grossesse. Donc, pendant le premier et le deuxième trimestre, c'est la croissance fœtale qui est faible et c'est surtout la mère qui va accumuler des réserves. Par contre, pendant le troisième trimestre, il y aura une mise en place des processus cataboliques. Donc, la maman va commencer à casser toutes ses réserves, à les mobiliser au profit du placenta et du fœtus. Tout ça revient à ce qu'on a dit avant. On a dit au début du cours que pendant le premier et le deuxième trimestre, la femme est censée gagner 1 kg par mois et que au troisième trimestre, elle est censée gagner 2 kg par mois. Donc déjà, on fait bien une distinction entre le premier et le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Et on a dit aussi que au troisième trimestre, les besoins phosphocalciques vont augmenter. Et donc, on comprend bien que vraiment, c'est au troisième trimestre que tout cela, même avant, c'était très important, mais c'est vraiment au troisième trimestre que le fœtus va rentrer en jeu, où la femme va donc avoir besoin de gagner plus de poids, où les besoins classiques vont devenir plus importants, et donc où la femme va mettre en place des processus cataboliques pour justement permettre au placenta et au fœtus de grandir. Maintenant, on va parler des lipides. Donc, en début de grossesse, la prise de poids maternelle est indépendante du gain de poids du fœtus, ce qui permet un stockage de lipides dans le tissu adipeux maternel. Et ces lipides seront libérés au troisième trimestre lors de la mise en place des processus cataboliques. C'est ce qu'on a dit juste avant. Ainsi, il y aura des conséquences. Donc, les triglycérides vont augmenter 2 à 3 fois leur taux durant la grossesse avec un retour au taux normal en 6 semaines après l'accouchement. Je retournais ça en me disant 2 fois 3, c'est 6. Et ainsi, le taux des triglycérides va augmenter de 2 à 3 fois et il va retourner à la normale en 6 semaines après l'accouchement. Et en ce qui concerne le cholestérol, il va augmenter avec un retour au taux normal en 8 semaines après l'accouchement. Maintenant, on passe aux protéines. Donc, ces deux phrases sont très importantes à comprendre et à retenir parce qu'elles tombent très souvent dans l'anal. Donc, les taux de base de la protéolyse et le renouvellement des protéines ne varient pas au cours de la grossesse. Par contre, les protéines totales plasmatiques diminuent de 10 grammes par litre et c'est essentiellement l'albumine. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, comme c'est dit dans la première phrase, donc les protéines peuvent subir plusieurs transformations. Les protéines peuvent être lysées, donc cassées, on parle de la protéolyse, ou encore on peut parler donc de leur renouvellement. Pendant la grossesse, tous ces processus-là ne vont pas changer. Donc, peu importe si on parle de la protéolyse ou encore du renouvellement des protéines, rien ne change pas. Tout est pareil. Par contre, la femme va utiliser quelques protéines et ainsi leur taux va diminuer. Donc peut-être on aurait tendance à dire que, ok, vu que leur taux diminue, peut-être le corps va s'adapter et va commencer à produire donc des protéines, mais non, c'est justement ça le piège. Parce que donc tous les processus et tous les fonctionnements qui concernent les protéines ne changent pas, restent les mêmes. Par contre, vu que la femme va utiliser des protéines, bah leur taux va diminuer. Et il diminue parce que justement le corps ne s'adapte pas pendant la grossesse entre guillemets, parce que tous les fonctionnements et tous les mécanismes qui concernent les protéines restent les mêmes. On passe aux glucides. La femme va devoir assurer les apports nécessaires au développement du fœtus. Ainsi, il y aura un état de jeûne accéléré avec une succession de mises en réserve et de mobilisation des réserves à un rythme accéléré. Ainsi, la femme va avoir faim très souvent
et toute cette énergie apportée par la nourriture va être stockée très rapidement, mais par contre, elle pourra être très rapidement mobilisée aussi pour le fœtus notamment. Ainsi, c'est comme si le cycle glycémique s'emballait pendant la grossesse. La glycémie diminue de 10%, la sécrétion d'insuline augmente, c'est notamment l'hyperinsulinisme postprandial, et les résistances à l'insuline augmentent aussi, et les acides gras plasmatiques augmentent. C'est pour ça que la phrase d'avant dit que c'est comme si le cycle glycémique s'emballait, parce que donc d'abord on dit que la glycémie diminue de 10%, ok, la sécrétion d'insuline augmente, ok, logique, parce que l'insuline justement permet de diminuer la glycémie, mais par contre après on dit que la résistance à l'insuline augmente, donc en fait c'est contradictoire à ce qu'on a dit juste avant, et après on dit que les acides gras plasmatiques augmentent. On va voir tout ça. Au premier trimestre, il y a les cellules bêta des îlots de Langerhans qui augmentent en nombre et en volume sous l'effet des œstrogènes et de la progestérone. Le rôle des cellules bêta des îlots de Langerhans, c'est justement la production d'insuline. Ainsi, la réponse insulinique au glucose augmente, il y a donc une diminution de 10% de la glycémie maternelle et l'hyperinsulinisme postprandial permet la mise en réserve rapide des nutriments, il y a donc encore une fois une baisse de la glycémie. Tout ça est très logique. Mais par contre, pendant la deuxième moitié de la grossesse, il y a une apparition d'une insulinorésistance favorisée par l'élévation importante des taux de certaines hormones comme par exemple la progestérone ou encore l'HPL qui sont toutes les deux des hormones hyperglycémiantes. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois sur l'hormone HPL, mais donc déjà c'est une hormone polypeptidique et on a dit qu'elle joue peut-être un rôle sur le métabolisme fœtal car chez la maman c'est le contraire de l'insuline. C'est ce qu'on va dire juste maintenant. L'HPL est également fortement lipolytique. Elle est donc antagoniste de l'insuline. Elle limite le stockage dans le tissu adipeux maternel et favorise l'utilisation des réserves pour le fœtus. Les conséquences de cette lipolyse sont qu'il y a une élévation des acides gras libres et des triglycérides en fin de grossesse, et ceci va participer indirectement à cette insulinorésistance et va permettre à la mère d'utiliser ses graisses pour ses propres besoins et justement orienter préférentiellement le glucose vers le fœtus. Donc, pendant le premier trimestre, on ne se pose pas de questions, tout va bien. Il y a l'insuline qui permet donc de réduire la glycémie. Par contre, pendant la deuxième moitié de la grossesse, qui s'approche du troisième trimestre, qui est donc le trimestre où le fœtus va commencer à construire ses os, où la femme va commencer à gagner plus de poids, où les processus cataboliques vont se mettre en place chez la maman. Donc pendant ce trimestre-là, qui donc est plus proche de la deuxième moitié de la grossesse, ce processus va devoir changer parce que le glucose va devoir passer chez le fœtus. Vu que maintenant, c'est la période, c'est la période où il va grandir, il va commencer à se transformer et tout ça. Ainsi, c'est là où l'HPL rentre en jeu parce que cette hormone va donc permettre de donner plutôt les lipides à la maman et donc de laisser passer le glucose au fœtus. En résumé, ça revient un peu à ce qu'on a dit avant. Au premier trimestre, il y a donc l'anabolisme maternel qui est prédominant. C'est notamment donc la mise en réserve du glucose et en fait de tout ce qui permet à la maman de plus tard mobiliser tout cela au fœtus. Et donc, c'est pendant la deuxième moitié de la grossesse que ça va se passer. Et on va parler du catabolisme maternel qui a lieu notamment au troisième trimestre. Et aussi à distance des repas et durant la nuit, il y a la glycogénolyse et la néoglucogénèse qui se mettent en place pour donner l'énergie nécessaire au fœtus. Par contre, il y a des risques durant la grossesse de développer un diabète gestationnel et donc c'est pour ça qu'il est très important de le dépister chez des femmes qui peuvent présenter des facteurs de risque. Et on peut avoir également des soucis pour les patientes qui sont déjà diabétiques avant la grossesse. Bravo, c'est fini.
Vous avez tenu jusqu'à la fin. C'était un cours assez complexe, il y a beaucoup de notions à comprendre, mais j'espère que vous avez compris la majorité, ou limite j'espère que vous avez tout compris et que tout va bien. Et je vous souhaite bon courage et on se retrouve pour le prochain cours. Bisous!